Merci beaucoup, Renaud. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer, merci aux puissances invitantes, bien entendu, et je vais essayer d'endosser donc bien volontiers la casquette d'experte en matière de politique culturelle pour brosser un paysage aussi empirique que possible des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et que l'on peut résumer à l'aune d'une crise des valeurs universalistes dans le secteur culturel, essentiellement donc pour ce qui va m'intéresser, dans la culture subventionnée, puisque c'est là où effectivement on peut demander à nos responsables politiques de répondre de leur choix. J'ai assez longtemps réfléchi à la manière de caractériser un phénomène qui est un phénomène de masse dans cette culture subventionnée. Et Renaud Dely a cité déjà quelques items, cancel culture, wokisme. Donc je vous propose de rassembler les différents enjeux à l'aune d'un terme, d'une expression qui est la culture de l'effacement, et qui concernerait aussi bien la diffusion que la conception des œuvres, la formation des artistes et la formation des formateurs dans le secteur culturel, tout domaine confondu, audiovisuel, lecture publique, spectacle vivant, opéra, théâtre, danse, même si tous les domaines ne sont pas exactement, bien entendu, concernés de la même manière et que l'on ne pourra pas entrer dans ce détail-là, cinéma, numérique et patrimoine. Je vais parler du point de vue du spectacle vivant. Comme cela a été rappelé dans ma biographie, c'est le domaine où j'exerce en tant que chercheuse, aussi en tant que chroniqueuse pour un hebdomadaire, donc, et cela depuis à peu près 25 ans. Et l'intérêt du spectacle vivant, c'est que c'est un domaine artistique déjà qui est dans la mission création du ministère de la Culture et qui amène à éclosion les choses plus vite que dans d'autres secteurs culturels, puisqu'il y a un lien direct entre la création théâtrale en général et l'actualité. Donc, puisqu'il était fait référence à l'article de Pierre sur le barbecue, on peut être à peu près sûr que l'an prochain, il y aura un spectacle subventionné qui parlera de cette problématique du barbecue comme marqueur de genre. Voilà, s'il n'existe déjà. Je vous propose donc d'essayer de détailler cette problématique de la culture de l'effacement en plusieurs points: effacement historique, effacement politique, effacement artistique, effacement rationnel, effacement sémantique et effacement tout court, c'est-à-dire effacement reniement. En commençant par convoquer une image très célèbre qui est, que la plupart d'entre vous doivent avoir en tête, qui est ce célèbre tableau de Paul Klee que Walter Benjamin avait toujours dans son sac ou dans son baluchon, et qui est l'ange de l'histoire. Cet ange de l'histoire, vous savez, qui déploie ses ailes et qui est projeté par une tempête, les yeux écarquillés vers l'avant, et qui donc n'a plus lui-même de rapport au passé, et qui se projette à toute allure, voilà, les yeux écarquillés, de manière catastrophique, cataleptique, vers un avenir indéfini. Ces différents effacements que je vais essayer de décrire, c'est à travers des exemples. Ces exemples, ce sont des exemples récents. Ce sont des exemples que j'ai puisés dans des très grands festivals qui concernent des spectacles à très gros budget. Ce ne sont pas du tout des exemples marginaux et ils sont représentatifs d'un phénomène générique. Alors, je vais aller vite, vous m'en excuserez, donc je ne vais pas détailler les exemples, j'évoque les choses, et si vous voulez, après, on pourra entrer un petit peu plus dans le détail. Effacement historique, je prends l'exemple d'une Orestie d'Eschyle, qui vient à peine d'être montée. Vous connaissez l'Orestie, c'est une trilogie qui raconte la fin du cycle de la vengeance, l'apaisement des Érinies, qui sont les déesses archaïques du sexe et de la race, et qui met fin donc au cycle de la vengeance et de la malédiction des Atrides pour instaurer l'état de droit. Bon, dans cette énorme mise en scène à laquelle j'ai pu assister, qui se place sous l'égide de l'année France-Portugal,
réécriture d'un auteur qui n'est pas un auteur manquant de talent, loin de là, mais le dernier épisode est absolument catastrophique, au sens benjaminien, puisque l'auteur réveille les Érinnies, les déesses du sexe et de la race, et que ces dernières assassinent Athéna, et que cela est présenté comme un progrès, donc mise à mort du monde ancien, réveil des Érinnies, au lieu de leur apaisement qui n'est pas, chez Échille, une négation, c'est important. Et le tout se termine donc sur la mise à mort d'Oreste et d'Athéna, donc de l'état de droit, et la troupe des Érinnies, bras levés. La note de mise en scène nous explique que c'est un mélange de Black Lives Matter et de revanche féminine qui s'exprime de cette manière-là, le tout devant un parterre de scolaires, puisque évidemment quand on monte l'Orestie, c'est pour s'adresser en grande partie à des scolaires. Effacement politique, je prendrai l'exemple d'une pièce qui se joue actuellement et dont l'auteur est futur, prend son premier mandat commence en printemps, été 2023, futur directeur du Festival d'Avignon. Je vous avais dit que j'allais prendre des exemples assez important. Un texte qu'il a mis en scène, Katharina ou la beauté de tuer des fascistes. Pourquoi je parle ici d'effacement politique? Parce que dans ce texte, que le metteur en scène et auteur nous présente comme complexe, ça c'est aussi un des traits caractéristiques de l'époque, c'est que la complexité se revendique au lieu d'être finalement à l'intérieur des œuvres elles-mêmes. Donc, toute la pièce nous présente donc l'histoire d'une famille qui, chaque année, tue un fasciste. Alors, la définition du fasciste est implicite, c'est aussi ça qui est très, très intéressant, et donc elle renvoie au présupposé de cet auteur que l'on peut interroger, puisque, par exemple, il s'est exprimé en soutien du BDS. Et le personnage éponyme, Katharina, découvre à la fin que peut-être il ne faut pas tuer, et que tuer, je vous le dis vraiment quasiment comme c'est écrit, c'est un être humain, c'est mal. Donc, c'est écrit comme ça, c'est la révélation finale, l'ultime complexité à laquelle on arrive. Donc, quand je parle effacement politique, évidemment, nous sommes renvoyés bien, je dirais, 50, 100 ans avant Robert Badinter, puisque le monde culturel se pose la question du droit de vie ou de mort quand il s'agit de fascistes dont la définition est implicite. Effacement artistique, je pense à la destruction des savoirs artistiques au profit d'une culture du commentaire, voire de l'engagement politique. Vous voyez que dans l'exemple d'Échille ou de Katharina, on a affaire à des œuvres qui sont surpolitisées. Mais à quoi cette surpolitisation conduit? Elle conduit à ce que l'on pourrait appeler une désartification, c'est-à-dire la disparition véritablement des artisanats artistiques. Ces spectacles, par exemple, Katharina, c'est un spectacle extrêmement discursif où, sur scène, des comédiens qui ne jouent plus vous disent à peu près, à peu de choses près, ce que le spectateur est censé penser du spectacle. Parallèlement à ces acteurs qui ne jouent plus, dans les conservatoires, on observe la disparition, par exemple, du travail de diction. Il n'y a quasiment plus aucun cours de diction de l'alexandrin ou de l'octosyllabe ou ce que vous voulez, du décasyllabe dans les conservatoires. J'en ai encore parlé avec une collègue hier qui est spécialisée dans l'enseignement des conservatoires et qui me l'a confirmé. Donc le concept prévalidé et politique passe avant l'artisanat d'art. La diction disparaît au profit du discours. Si vous voulez aller écouter un travail de diction théâtrale, il n'y en a plus beaucoup, vous pouvez aller voir Fracasse, mis en scène par Daniel Mesguich, qui commence bientôt au Théâtre de Jazet. L'effacement artistique est aussi l'effacement de la liberté des artistes qui conduit à l'ingérence des grands établissements culturels à l'intérieur des œuvres elles-mêmes. Une maison d'opéra qui vient d'intégrer dans son cahier des charges, comme toutes les grandes maisons culturelles, un cahier des charges sur la diversité et tout ce qui s'ensuit,
va demander à un metteur en scène dont on reprend le Madame Butterfly de corriger son Madame Butterfly parce que la hauteur des socs de Madame Butterfly n'est pas assez haute et que c'est un irrespect pour la culture japonaise, comme si ce qui réduit Madame Butterfly, ce qui est complètement fou, à une œuvre documentaire, alors que bien entendu c'est une œuvre d'imagination et de pure imagination. Donc effacement de la liberté des artistes et ingérence de plus en plus grande dans les œuvres, que ces œuvres existent ou qu'elles soient en cours de conception. L'effacement artistique, c'est aussi remplacer des politiques culturelles par du comptage. Les questions de diversité et de parité, entendons-nous bien, sont très importantes, mais elles ont tendance à se substituer à des choix artistiques et on voit qu'elles conduisent progressivement, grâce à ce mécanisme de prévalidation, à une standardisation, une uniformisation que l'on retrouve dans les appels à financement et à projets. Effacement rationnel quand il s'agit de confier à Mehdi Mekla la dernière ouverture du Festival d'automne de Paris, l'un des plus importants festivals français. Mehdi Mekla qui invite Kautar Archi, nous tenant, donc sociologue dont une des spécificités de ne jamais mentionner aucun fait, et qui nous présente donc un lien tout à fait intéressant dans la grande conférence d'ouverture donc, de ce festival, l'une des grandes conférences, entre l'islamophobie et l'antispécisme. Et l'on comprend dans son discours que pour elle, les musulmans sont des loups non domesticables et que l'islamophobie, donc, est un spécisme. Ça, c'est un discours qui est tenu, qui peut aussi relever de l'appel à la meute et qui est tenu dans ce genre désormais dans ce genre de maison. Effacement sémantique car les mots perdent de leur sens. La peur de nommer l'islamisme peut interroger alors qu'on est en pleine vague des arts du réel, des arts documentaires qui justement sont censés avoir un accès privilégié au réel. Je note par exemple qu'il n'y a eu aucune initiative d'ampleur, grand spectacle, exposition, festival sur Charlie Hebdo et que la tentative d'assassinat de Salman Rushdie a été sémantiquement quasiment effacée. Effacement tout court, effacement reniement, quand la même année, nous avons 3 spectacles différents qui tournent dans les établissements culturels dans des temps forts laïcité, qui réinterprète Antigone en faisant d'Antigone une jeune lycéenne voilée, persécutée par un proviseur laïque qui prend bien entendu les traits de Créon. Les récentes nominations de ces dernières années ont amplifié ce processus de désartification et la mutation de la culture en discours politique et, disons-le, un petit peu quand même, de manière un tout petit peu plus directe, en propagande. Le problème se situe aussi au niveau des formations des métiers de la culture que je n'ai pas évoqué et qui est vraiment peut-être le chapitre le plus essentiel. Aujourd'hui, les professionnels de la culture qui passent par les formations en médiation culturelle ou en ingénierie culturelle ne reçoivent plus aucune formation en matière de liberté d'expression, de laïcité ou de ce que c'est que le service public, l'intérêt général. Donc, lorsque des événements comme une tentative de meurtre de Salman Rushdie surviennent, ils sont complètement démunis face à leur public. Le groupe que nous avons créé avec Ami Flammer, le violoniste Ami Flammer, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, Culture et Universalisme, en 2021, se propose de donner des réponses universalistes à la demande sociétale en matière de représentativité, de parité, de lutte contre les discriminations ou contre le sexisme, et de trouver des réponses universalistes. Par exemple, dépasser la clé présentée comme miraculeuse du rôle modèle, qui ferait qu'un jeune scolaire noir ne s'identifierait qu'à un acteur noir, par exemple. La diversité est pour nous un horizon et non un point de départ, et nous privilégions la diversité artistique. Nous souhaitons réfléchir à l'universalisme, défendre ce concept qui est par définition un concept autocritique. La culture, c'est aussi la possibilité de sortir de sa culture.
Créer un orchestre multiethnique n'est pas un gage de rencontre entre les cultures. Nous essayons aussi donc de revenir vers l'interculturalité, la défense du dialogue entre les cultures. Et nous souhaitons être présents, représentés dans le débat. Le rapport sur la diversité de l'Opéra de Paris, qui date, je finirai juste sur cet exemple, qui date d'un peu plus d'1 an, où l'on trouve des énormités, par exemple, comparant Harlequin à du blackface, où le ballet blanc, c'est-à-dire les ballets de spectre dans Gisèle, a de la culture coloniale, a de la blanchité. Le comité scientifique qui a été consulté pour la production de ce rapport ne pouvait qu'aboutir à un rapport préconisant cette culture de l'effacement. Voilà. Donc c'est ça que nous souhaitons aujourd'hui, et c'est sur ces sujets-là que nous réfléchissons afin que cette culture cesse d'être en permanence un véritable tract pour le Rassemblement national. Je vous remercie.